Pourquoi viser un capitaine et non une ville? À Djibo, des dizaines de soldats burkinabés sont tombés sous une attaque éclair, brutale. Pourtant, ce n'était pas une conquête classique. Aucun drapeau ennemi, aucun pillage, pas d'otages. Les assaillants ont frappé vite, puis disparu, ne laissant que des ruines et un silence oppressant. Leur but réel? Le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'a pas été annoncé mort, mais tout indique que ce piège n'était pas conçu pour s'emparer d'un territoire ou voler des ressources. Il s'agissait de forcer Traoré à sortir de l'ombre, à réagir, à commettre l'erreur qui permettrait enfin d'abattre le symbole de la résistance burkinabé. La guerre, désormais, se joue dans l'ombre. Les adversaires veulent isoler le capitaine, semer la peur, miner la confiance du peuple et étrangler le pays. Viser Traoré, c'est menacer l'équilibre même du Burkina Faso. S'il tombe, c'est toute une trajectoire de souveraineté africaine qui vacille. Derrière la poussière de Djibo, que révèle vraiment cette attaque? Une bataille invisible, décisive, se resserre autour de Traoré. Mais qui sont ses adversaires capables de frapper si fort, puis de disparaître? Pour comprendre, il faut remonter à la genèse de cette guerre de l'ombre. Le champ de bataille moderne n'est plus celui des chars et des uniformes. Au Burkina Faso, la guerre s'est glissée dans l'ombre, loin des affrontements ouverts. Les colonnes de blindés, les coups d'État spectaculaires, oubliés. Aujourd'hui, la déstabilisation s'infiltre dans chaque recoin de la société, souvent sans bruit, sans que personne ne comprenne vraiment ce qui se trame. Prenons un exemple concret. À l'époque de Thomas Sankara, dans les années 1980, le Burkina Faso a déjà été la cible de pressions extérieures invisibles. Les réseaux de renseignement étrangers s'activaient dans la capitale et les campagnes de désinformation se multipliaient pour affaiblir son pouvoir. Aujourd'hui, les méthodes ont évolué, mais l'objectif demeure: casser l'élan d'émancipation d'un peuple. Regardons les méthodes de ces nouveaux adversaires. À Djibo, ils ont frappé avec précision, puis se sont évaporés, laissant derrière eux une énigme inquiétante. Aucun territoire conquis, aucun drapeau hissé, aucun otage exhibé. Juste une attaque méthodique, quelques images virales, et un pays plongé dans le doute. Leur but n'est pas la conquête militaire, mais de fissurer la légitimité du pouvoir. Semer la peur, insinuer que même le capitaine Traoré n'est plus en sécurité chez lui. La bataille continue, mais ailleurs, dans les couloirs feutrés de la diplomatie, dans les transactions bancaires soudainement gelées, dans les éditoriaux publiés à Paris, Londres ou Washington. Les informations, après chaque attaque, ne proviennent presque jamais des témoins locaux. Elles surgissent, polies et calibrées, par des médias extérieurs. Ainsi, l'image d'un État fragile et d'un leader dépassé se façonne loin du Burkina Faso. Dans les coulisses, la pression se resserre sans bruit. Les partenariats économiques sont suspendus, les chantiers d'infrastructures mis en pause, les assurances deviennent hors de prix, tout cela sous couvert de prudence. Les diplomates occidentaux se taisent, les ambassades limitent leurs interactions. Au lieu d'un appui, c'est un vide glacial qui se creuse autour du pays. Cela rappelle le blocus silencieux imposé à Cuba dans les années 1960. Les sanctions n'étaient pas toujours officielles, mais les pressions économiques et diplomatiques isolaient progressivement le pays pour briser toute velléité d'indépendance. Le même scénario se répète ici, à une échelle adaptée au contexte africain. La guerre ne se joue plus seulement avec des soldats et des armes, mais avec la perception publique, l'accès aux ressources et l'isolement progressif. La vraie menace est ce siège invisible, une guerre de nerfs menée à huis clos. L'objectif n'est plus de gagner du terrain, mais de pousser le pouvoir à l'erreur, à l'isolement, même à la panique, jusqu'à ce qu'il s'effondre de lui-même sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Le danger le plus insidieux, ce mécanisme échappe au regard du grand public. Quand la menace ne porte ni uniforme ni drapeau, il devient facile de détourner l'attention, de manipuler l'opinion, de réécrire la réalité à distance. C'est ainsi que la souveraineté, la dignité collective et l'avenir du continent africain se retrouvent menacés, sous couvert d'informations et de décisions venues d'ailleurs. Pour Traoré, la question n'est plus simplement de défendre son territoire, mais de sauver l'idée même d'un Burkina Faso souverain. Comment bâtir un État résilient quand chaque levier semble contrôlé par l'extérieur? Examinons un scénario concret. Imaginons que, du jour au lendemain, tous les crédits bancaires à destination des entreprises burkinabées soient suspendus. Les entrepreneurs locaux ne peuvent plus payer leurs ouvriers, les chantiers de routes et d'hôpitaux s'arrêtent, la population perd confiance. Cet effet domino, déjà observé dans d'autres pays lors de crises, menace ici chaque jour. Et si la plus redoutable des armes était l'isolement? Dans l'ombre des balles et du tumulte, une offensive plus froide s'organise.
c'est la stratégie de l'asphyxie, du sabotage invisible, une guerre où l'on ne tire pas mais où l'on étrangle à distance un État qui ose s'affranchir. Dès le lendemain de Djibo, la pression économique monte d'un cran. Les investisseurs étrangers, jusque-là prudents, se retirent un à un des chantiers du Burkina Faso. L'économie ralentit, les audits sur les mines d'or sont suspendus, les sous-traitants internationaux disparaissent sans bruit. Le message se fait implacable. Sans les réseaux occidentaux, vous n'existez plus. Les banques de développement durcissent leurs conditions, évoquant des risques accrus. Les primes d'assurance grimpent en flèche sur les routes commerciales. Chaque exportation devient un pari risqué, chaque accord un casse-tête. Ce siège économique n'a rien d'officiel. Aucune sanction n'est déclarée, tout semble technique, raisonnable. Mais dans les coulisses, c'est un étranglement méthodique, discret, visant à couper l'oxygène financier du régime Traoré. Un exemple historique éclaire cette stratégie. Durant la crise grecque, entre 2009 et 2015, les décisions prises dans des institutions lointaines ont fini par asphyxier l'économie locale, poussant la population à la résignation ou à l'exil. Au Burkina Faso, la crainte est de voir une telle spirale s'enclencher, sous prétexte de sécurité ou de gestion des risques. En parallèle, un autre front s'ouvre, tout aussi silencieux, l'isolement diplomatique. Après Djibo, les grandes capitales occidentales restent muettes. Aucune déclaration, pas de condoléances, pas d'offre de soutien. Un silence lourd, plus parlant que 1000 discours. Les ambassades réduisent leur personnel. Les échanges officiels se raréfient, parfois cessent complètement. À Ouagadougou, on murmure que des diplomates occidentaux persuadent les pays voisins de garder leur distance, de décréter l'isolement sans jamais l'annoncer. Dans les médias internationaux, la machine s'emballe. Les unes sont tranchantes. Traoré devient l'incarnation de l'instabilité, du danger. Les reportages, souvent sans voix burkinabé, répètent le même récit. Le pays échappe à tout contrôle, la population est menacée, le capitaine chancelle. L'image de leader indépendant vacille, l'opinion internationale se retourne. Ce traitement médiatique rappelle celui réservé à Patrice Lumumba au Congo dans les années 1960. Son image a été méthodiquement ternie à l'étranger afin de justifier son isolement, ouvrant la voie à son élimination politique puis physique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux accélèrent encore ce phénomène, amplifiant chaque rumeur, chaque image, chaque suspicion. Mais la pression la plus corrosive vient de l'intérieur. Les hauts fonctionnaires doutent. Faut-il encore croire à ce projet d'indépendance ? Les militaires s'interrogent sur leur avenir, hésitent à s'impliquer davantage. La bureaucratie se fige par crainte d'être du mauvais côté si tout s'effondre. Le risque de cette stratégie est immense. Perte de confiance du peuple, paralysie sociale, effondrement administratif. Lentement, l'étau se resserre. Le rêve d'indépendance menace de s'écrouler. La nation tout entière retient son souffle. Face à de telles manœuvres, certains pays ont tenté de résister par la mobilisation populaire. En Bolivie, lors des tentatives de déstabilisation en 2019, les communautés rurales et urbaines se sont organisées pour soutenir leur président, montrant que l'unité peut contrer l'isolement voulu par l'extérieur. Mais à mesure que l'étau invisible se resserre, des voix s'élèvent, cherchant à rallumer la flamme d'une résistance collective. Car si l'isolement est une arme, l'unité pourrait bien devenir l'ultime défense. Construire, pas capituler, la riposte silencieuse du capitaine Ibrahim Traoré débute quand le monde détourne les yeux. Sous ce siège invisible, Traoré refuse la fuite ou la réaction impulsive. Il choisit la transformation profonde, loin du tumulte, bâtir un nouveau Burkina Faso, pierre après pierre, dans l'urgence et le secret. Premier pilier, militariser la production nationale. Dans les campagnes menacées, les villages deviennent des bastions. Les communautés s'unissent pour défendre leurs terres et leurs récoltes. Des réseaux d'énergie naissent localement, affaiblissant la dépendance aux circuits étrangers. L'autosuffisance alimentaire n'est plus un rêve, mais une ligne de front. Ne jamais subir la faim ni le blocus. Prenons l'exemple du Niger en 2023, lorsque la fermeture des frontières a failli faire plier la population. Grâce à la mobilisation des agriculteurs et à la mise en commun des ressources, la sécurité alimentaire a pu être temporairement assurée. Le Burkina Faso suit cette même voie, développant des greniers communautaires et des marchés locaux. Deuxième axe, réinventer les routes. Les corridors jadis sous contrôle étranger ou sabotés sont repensés. De nouveaux axes s'ouvrent vers des voisins africains, brisant les chaînes du passé. Ainsi naît une économie de résilience. Chaque partenariat régional accroît la souveraineté du pays. Un exemple pratique, en Afrique de l'Est, l'Éthiopie a réussi à réduire sa dépendance au port de Djibouti,
en construisant une route vers le Soudan. De la même manière, le Burkina Faso cherche à diversifier ses accès logistiques, réduisant sa vulnérabilité aux pressions extérieures. Troisième front, discret mais crucial, la sécurisation numérique. La guerre ne se joue plus seulement sur le sol ou dans les médias classiques, mais dans le cyberespace. Traoré lance des réseaux indépendants, renforce le chiffrement, ferme les portes aux intrusions extérieures. La circulation des données devient une question de survie nationale. Face aux cyberattaques, le Rwanda a mis en place des centres de réponse rapides et formé des ingénieurs locaux pour protéger ses infrastructures. Le Burkina Faso s'inspire de cette démarche, favorisant la formation de techniciens et la création de systèmes informatiques locaux. Enfin, Traoré vise plus haut qu'une simple résistance. Il veut forger une nouvelle idéologie nationale. Cela implique la création d'institutions loyales au peuple, libérées des vieilles tutelles, qu'elles soient coloniales, diplomatiques ou financières. L'objectif ? Offrir une identité politique et sociale inédite, indépendante de tout aval extérieur. Des ateliers citoyens se multiplient dans les quartiers de Ouagadougou, où jeunes et anciens débattent de l'avenir du pays. Ce dialogue permanent renforce la cohésion et fait émerger une élite patriotique, prête à défendre l'intérêt général contre toutes les tentations extérieures. Mais cet élan comporte des risques majeurs. L'échec signifierait prouver que l'autonomie africaine n'est qu'une chimère dangereuse. La réussite, en revanche, ouvrirait une brèche dans le mur de la dépendance et inspirerait le continent. Reste une question brûlante. Cette reconstruction silencieuse sera-t-elle assez solide face à la lassitude populaire, aux manœuvres invisibles et à la guerre psychologique qui s'intensifie ? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au cœur de l'orage, un événement inattendu vient tout bouleverser. La patience. Est-elle la force discrète qui sauvera le Burkina Faso, ou le piège le plus subtil tendu à son peuple ? Le danger n'arrive plus en fanfare, ni dans la violence des rues. Il s'infiltre, invisible, dans les esprits. C'est la lassitude, l'usure lente. Les ennemis misent sur l'épuisement, la confusion semée par la répétition des crises, des promesses déçues et des sacrifices qui n'en finissent pas. Aujourd'hui, la division ne tombera pas du ciel sous forme de bombe. Elle s'insinuera par l'érosion de la volonté collective. Plus que jamais, il faut cultiver la loyauté envers le projet national. Ceux qui doutent, hésitent, oscillent entre engagement sincère et intérêt personnel, il faut les convaincre, les rallier ou s'en séparer sans faiblesse. Le salut du Burkina Faso et de toute l'Afrique dépend du rassemblement de toutes les énergies. Il ne s'agit plus de porter un homme, ni même un gouvernement, mais de nourrir un vrai sentiment d'appropriation collective. Ce projet d'émancipation n'appartient ni à une élite, ni à une seule génération. Il doit devenir celui de tous, du cultivateur au ministre, du jeune diplômé à l'ancien combattant. Mais cette unité demeure fragile. Si l'on laisse l'adversaire manipuler l'opinion, imposer son récit par les rumeurs et les demi-vérités, il fissurera la cohésion nationale sans avoir besoin de tirer une balle. Il devient donc essentiel de dévoiler la vérité, d'anticiper la propagande et de partager dans la transparence les épreuves comme les succès. Des campagnes d'information doivent être organisées dans chaque province. Les radios communautaires, les réseaux de relais locaux et les réunions publiques régulières sont des outils pour lutter contre la désinformation. En Afrique du Sud, pendant l'apartheid, c'est ce type de communication de proximité qui a permis de maintenir l'unité et la vigilance populaire. La vraie bataille, c'est de maintenir la confiance. Si le peuple cède à la fatigue, se replie sur lui-même ou sombre dans la résignation, le rêve d'indépendance et de dignité s'éteindra sans un bruit. Il disparaîtra dans le silence, sans lutte, sans révolte. Désormais, la force se mesure à la capacité de traverser la tempête sans rompre, de transformer la lassitude en énergie et l'attente en mobilisation. L'heure n'est plus à la passivité, elle est à l'unité autour d'un destin commun. La décision appartient maintenant au peuple burkinabé et à tous ceux qui, en Afrique ou ailleurs, croient en l'émancipation véritable. Mais la patience seule ne suffit pas. Il reste à affronter les épreuves concrètes qui attendent la nation et à prouver que cette unité peut résister aux pires tempêtes. Quels sont les moyens d'action ? Premièrement, renforcer la formation citoyenne. Chaque Burkinabé doit comprendre les enjeux et savoir déchiffrer les tentatives de manipulation. Les écoles et universités peuvent organiser des ateliers de sensibilisation, des débats contradictoires et des séances d'histoire comparée. Deuxièmement, encourager l'engagement local. Les comités de quartier, les associations de jeunesse et les réseaux de femmes jouent un rôle clé pour détecter les signes de découragement et relancer la mobilisation.
En s'inspirant des stratégies de résistance civile du Mali ou du Ghana, il était possible de bâtir des relais solides dans tout le pays. Troisièmement, valoriser les succès, même modestes. Chaque avancée, chaque marché ouvert, chaque école construite, chaque victoire sur la désinformation doit être célébrée publiquement. Cette reconnaissance nourrit la fierté et l'espoir, deux ingrédients essentiels pour tenir face à l'adversité. Quatrièmement, tisser des alliances régionales. Le Burkina Faso ne peut rester isolé. Renforcer les liens avec les voisins, partager les bonnes pratiques, coordonner les efforts de sécurité et de développement, c'est bâtir un rempart collectif contre les pressions extérieures. Cinquièmement, préserver la mémoire des luttes passées. Les générations futures doivent connaître l'histoire des résistances africaines, des victoires comme des échecs, pour ne pas répéter les erreurs et s'inspirer des modèles de courage. La révolution sera-t-elle dévoyée par l'impatience ou inscrite pour toujours dans la mémoire collective ? Cette question pèse sur chaque silence après Djibo. À ce moment charnière, l'enjeu a dépassé la survie du capitaine Ibrahim Traoré. Il s'agit désormais de la promesse d'un rêve africain forgé dans la douleur et l'espérance. Construire un État qui ne plie plus sous les injonctions de l'étranger. L'attaque de Djibo n'était qu'un prélude. Le vrai champ de bataille s'est déplacé. Ici, les coups sont invisibles. Les armes se nomment rumeurs, pression financière et silence diplomatique. Dans l'ombre, une guerre d'influence se joue. Résister, c'est endurer l'asphyxie sans se laisser dominer par la peur, sans céder à la panique ni à la tentation de raccourcis périlleux. La souveraineté n'est plus un droit acquis. C'est une lutte quotidienne, où chaque recul ou hésitation peut ouvrir la voie à une dépendance plus subtile, plus dangereuse que celle du passé. La vigilance s'impose comme une nécessité vitale. Refuser le piège de l'émotion immédiate, ne pas se diviser face aux manipulations, c'est préserver la chance d'un avenir où le Burkina Faso et, au-delà, l'Afrique, écrira enfin sa propre histoire, selon ses propres termes. Mais il serait illusoire de croire que l'ennemi se limite aux frontières. Il infiltre les esprits, s'invite dans les médias, s'insinue dans les rêves d'avenir. Le péril suprême aujourd'hui, ce n'est plus l'ennemi visible, mais la fatigue, l'impatience ou le découragement qui menacent de compromettre la résilience nécessaire pour transformer le pays. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit lentement au prix de sacrifices silencieux et de décisions difficiles. S'informer, questionner, refuser les récits imposés, voilà la véritable arme des peuples décidés à rester maîtres de leur destin. Car l'enjeu ultime, c'est la possibilité pour le Burkina Faso et pour l'Afrique de rompre avec l'ancien cercle de la dépendance, d'imaginer une stabilité nouvelle et de défendre la dignité collective. À celles et ceux qui doutent, qui s'impatientent, souvenez-vous, une révolution qui marque l'histoire ne s'invente pas dans la précipitation, mais dans la lucidité, la patience et l'engagement. Aujourd'hui, la vigilance est notre acte de résistance le plus crucial. L'histoire retiendra-t-elle ceux qui ont cédé à la facilité ou ceux qui ont affronté l'invisible jusqu'au bout ? Ce choix, il appartient encore à chacune et chacun d'entre